Je m'appelle Nicolas Barrado. Je suis un codeur créatif. Qu'est-ce que... En fait, j'ai essayé de faire des notes, mais je me rends compte que je ne sais pas très bien faire. Ça risque d'être un peu chaotique. Je devais dire que je suis capable de passer un temps infini sur des choses qui n'ont aucun intérêt. Et que, ah si, c'est important, je travaille en ce moment, je suis en résidence au Google Arts and Culture, qui est à Paris. Et préciser, c'est pas eux qui me l'ont demandé, mais je le précise que tout ce que je dis n'a absolument rien à voir avec eux, ce sont mes opinions, etc., etc. Etc., etc. Ça veut dire que quoi que je dise, allez pas faire chier Google. Voilà. Je fais ce genre de truc. Alors ça, c'est. Je commence par une sélection de travaux qui sont des travaux perso, donc pas des travaux payés. Je ferai après des retours d'expérience et au milieu, je mettrai un peu de contexte, d'histoire de l'art et de trucs qui vont normalement, vous devriez dormir en moins de 5 minutes. Donc ça, c'est un truc que je fais à titre perso, c'est beaucoup de recherche. Comme vous devez le savoir, c'est un monde qui évolue très vite. Il faut toujours se tenir à jour et explorer de nouveaux outils en particulier. Ça peut être des trucs chiants comme React, mais ça peut être des trucs intéressants comme Magica Voxel. Et donc ça, c'est un soft qui permet de rendre des voxels, comme son nom l'indique, c'est une petite boîte. Et ça fait des rendus qui sont très beaux. Et surtout, on peut contrôler le tout avec un shader, donc avec du GLSL. J'y reviendrai après. Ça n'a absolument rien à voir. Je suis tombé sur un dataset de visages qui était plus ou moins aligné pour faire tout un tas de trucs pour que les drones attaquent mieux, tout ça. Et donc je m'en suis servi. En fait, ce visage, c'est un visage composite qui est fait à partir de cette collection. Il y en a, comme ça, il y en a une série, en fait. Après, à chaque fois, on reset et il y en a plus. J'aime beaucoup la 3D. Toujours dans l'idée d'explorer les outils, il y a un moment, j'ai acheté un Vive, il y a 4 ans maintenant. Et donc ça, c'est un... Jusque-là, j'avais modélisé plutôt avec des softs traditionnels, genre 3D Studio et Blender, 3D Studio. Et puis, il y a ce truc-là qui est arrivé, et ça me paraissait intéressant d'explorer un peu ce qu'on pouvait faire avec, et ça donne une approche de la 3D, de la modélisation, qui est hyper intéressante, puisque c'est spatialisé, donc on manipule un peu tel un Iron Man des éléments dans l'espace. Donc ça, c'était juste deux jours où j'avais rien d'autre à foutre. Et... sans quoi, je fais aussi des recherches qui sont semi-utiles. Là, en l'occurrence, c'était pour un projet. Donc ça, c'est un algo. C'est la partie intéressante, c'est le jaune. C'est ce qu'on appelle un shell. Donc c'est une coquille. C'est-à-dire qu'on part d'une surface. Il n'y a pas un modèle 3D. Il n'y a pas d'épaisseur. C'est juste une série de triangles. Donc c'est des plans. Donc ils n'ont pas d'épaisseur. Et l'algo consiste à lui donner du volume, donc à l'extruder, en fait, et c'était assez intéressant à faire. Et donc ça, après je l'ai publié, et ça servait juste à créer la coque un peu pétée autour d'un texte. Ce truc a jamais été réalisé, mais c'est pas grave. Voilà. Ça, c'était juste des particules en WebGL, peut-être un petit million, et c'était pour reproduire une pièce d'un mec qui s'appelle Refik Anadol, qui fait tout le temps la même chose, mais bon, voilà. Ça, ah oui, j'adore la cartographie. Donc, j'ai un moteur de tiles que j'ai fait peut-être en 2014 pour afficher un peu la Google Maps. Et régulièrement, quand j'aborde un nouvel outil ou un truc comme ça, j'essaye de le porter. J'ai pas osé le faire en Python parce que la vie est assez dure comme ça. Mais ça, c'était en Unity. J'avais jamais fait de Unity. Je connais très bien ma lib, donc du coup, ça m'a permis de me faire la main sur le C#, qui est par ailleurs, moi j'aime beaucoup. C'est un bon copain. Ça, c'est des recherches purement graphiques. Donc on clique, ça en génère une autre. J'aime beaucoup
Ce qui m'a attiré, en fait, ah oui, j'ai pas dit, au début j'ai fait les beaux-arts, et donc rien ne me prédestinait à faire du code. Et sauf que j'étais un gros geek, en fait, et je restais tout le temps chez moi, devant mon ordinateur, à faire semblant de faire des trucs importants. Et ce qui m'a attiré dans le code, c'est la capacité de modéliser des choses un peu complexes, qui seraient très, très fastidieuses à faire à la main, et d'avoir comme ça de pouvoir jouer sur quelques paramètres et pouvoir reconstruire un monde qui n'est jamais tout à fait différent du premier, mais qui a toujours des petits accidents et des petits trucs intéressants. Ça aussi, c'est un autre projet, donc ça s'appelait des citadelles. À un moment, je m'ennuyais, très clairement, je m'ennuyais, donc j'ai commencé à faire des séries de trucs. En fait, ça partait, je me suis dit, je vais faire une distribution gaussienne, là, tu vois. Alors, ça fait un truc comme ça entre moins 1 et 1, je crois. Je suis pas très fort en maths. Et ça fait ça. Et puis après, je me suis dit, ah, ce serait marrant si on leur faisait des petites passerelles, et puis, ah, ce serait marrant si on rajoutait des petits machins, des trucs qui brillent dans le ciel. Et puis voilà. Et puis voilà, après, des fois je les imprime, des fois pas. Ça, c'était une petite marotte à moi. J'adore le papier. Donc j'ai commencé à faire du papier découpé. Alors avant de vous dire qu'il est complètement taré ce mec, c'est quand même une machine qui fait le plus gros du taf, et ensuite faut aller nettoyer avec un petit cutter comme ça, mais voilà. Donc toujours pareil, le sujet c'est des formes mathématiques, des trucs plus ou moins, ça doit être un noise, tu vois, sur un plane ou machin. Enfin, bon, pas très très intéressant. Mais simplement le fait de passer à un support tangible, c'est une expérience qui est très intéressante. Je vous invite tous à faire. Vous serez peut-être plus amené à faire des Arduino ou des machins, des petits objets connectés, mais n'hésitez pas. C'est des enjeux qui sont très différents de ceux de simplement afficher des pixels qu'on sait tous faire, quoi. Bon, plus ou moins. Et voilà, ça c'est quand on superpose plusieurs couches d'un design comme ça qui a été coupé. C'est merveilleux. Ah, j'ai fait une Game Boy, j'étais très fier. Il y a 8 couches de papier, et puis à chaque fois il faut percer au même endroit et tout, c'est super relou. Ça c'était en 2014, j'avais fait des tests avec un traceur. Donc c'est un bras comme ça qui peut poser le crayon, bouger. Enfin c'est un CNC en fait, ça s'appelle en général. Puis j'en ai fait quelques-uns, j'en ai fait plein, tout ça. Là, j'ai mis une note. On n'a pas besoin de la validation du modèle capitaliste pour faire de l'art. On peut faire plaisir autour de soi et améliorer sa vie en créant des petites choses. Voilà. C'est juste pour dire que je les accroche dans mon salon, mais c'est mieux dit. Et puis surtout, cette histoire de pourquoi tu les vends pas et tout. Je les donne si tu veux, je les échange, c'est encore mieux. Puis en 2017, j'avais fait un truc qui s'appelait Gros Paris. Alors Gros Paris, c'est un peu comme ça, mais mieux. Non, je déconne. C'était un event physique, parce que ça me paraît très important, et bravo encore l'équipe d'avoir fait ça, parce que c'est vraiment important de pouvoir se retrouver physiquement, d'échanger. Ça crée des rencontres et des actions qui sont très intéressants et très enrichissants et très bénéfiques. Pas forcément demain, pas machin, mais dans 6 mois, vous rappellerez. Enfin, je suis en train d'essayer de vous convaincre du bénéfice de venir à une conférence alors que vous êtes déjà venu à la conférence. Mais c'était très cool. Ça, c'était l'année 2018. On avait fait à Ground Control. C'était la plus grosse, c'était internationale. Donc, tu vois, la plus grosse, c'est pas non plus le Stade de France. Hein. On était peut-être 200, etc. Mais c'était vraiment très centré sur le code créatif. Et j'étais très content qu'il y ait finalement autant de gens qui viennent, qui se sentent concernés par ce truc qui est quand même assez niche. Ça, c'est pour expliquer un peu. C'est pas ce qui m'intéresse un peu dedans. Donc ça, c'est un attracteur étrange. Donc c'est quelque chose c'est une formule. D'ailleurs, je pense que j'avais mis le code, le snippet. Voilà, donc tout est là, en fait. Et puis à la fin, on calcule on met des constantes, on fait une boucle plus ou moins longue, et puis on laisse tourner. En fait, il va tournicoter en faisant des sinus et des cosinus. Et selon les valeurs d'entrée, en fait, il va pouvoir tomber dans ce qu'on appelle les bassins d'attraction.
qui vont créer plutôt les lignes qui sont un peu plus fortes, un peu plus marquées. Et sinon, ça va créer soit une brume, soit quelque chose. Tout ça pour dire qu'en fait, ce qui m'a intéressé, et j'ai mis du temps à le comprendre, c'est la concision. En fait, c'est l'expressivité et la concision du code versus un travail manuel. Ce serait tout à fait possible de faire une gravure de ça avec environ 700 millions de coups de marteau, mais en le faisant en code, on peut itérer plus vite, avoir des variations, le sortir à n'importe quelle échelle, garder les paramètres. Et un deuxième truc aussi, et merci les notes, c'est les comportements émergents. En fait, ça, je ne savais pas ce que c'était. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, on s'en fout. Les oiseaux, quand ils font un gros tas comme ça, qui part tous en même temps, c'est un comportement émergent dans la mesure où chaque oiseau qui vole séparément, il vole. Mais comme ils se rassemblent pour migrer, ils respectent quelques règles simples de proximité, de cohésion, d'alignement, qui font qu'il y a une espèce de superstructure qui émerge et qui est donc ces essaims d'oiseaux. C'est vraiment le cas pour les oiseaux, après les bancs de poissons, les trucs comme ça. Donc c'est ça un comportement émergent, et c'est aussi quelque chose qui me fascine. Tout comme les algorithmes de croissance, tout ce qui est naturel en fait. Reproduire ces trucs-là, ça m'a beaucoup occupé quand je faisais du Flash. SAR, tu vois. En gros, communauté de ouf, j'insiste. Ils sont trop adorables et trop géniaux. Il y en a même parmi vous. Je vais vous décrire en un mot, et je l'ai noté. Faire la blague de la méthode Anico versus la méthode agile. La méthode Anico en 3 points. Pas de Scrum, rien de ces trucs-là. Coder des trucs rigolos sur mon temps libre. Réutiliser le truc rigolo en prod. Gagner un max de thunes pour avoir du temps libre. Et voilà, la boucle est bouclée. Bon, merci. Vous êtes beaucoup trop sympa. Qu'est-ce que c'est? Alors, la prochaine partie, c'est un peu d'histoire de l'art des geeks, parce que ça me semblait important pour des gens qui font du React, je ne sais même pas comment finir la phrase. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans un mouchoir de poche, on a eu, à partir de 1650, quelque chose comme ça, un truc qu'on a appelé la Renaissance. Ils ont eu le bon goût d'inventer la perspective, donc celle qu'on connaît maintenant, qu'on utilise, et surtout de se détacher des thèmes religieux. Et ça, c'était quand même un sacré challenge. Et donc, on va avoir un dessin qui est non seulement plus réaliste, mais aussi qui est plus... surtout, pas en 1650, mais plutôt vers 1800, des dessins qui vont aller plutôt vers la mythologie, des choses qui ne sont pas l'éloge de Dieu. Ce qui est quand même très cool, je le répète. En 1875-1910, on a l'impressionnisme, le fauvisme et le cubisme à la chaîne. Donc là, le sujet s'était plié. Maintenant, c'était la manière de représenter qui a été beaucoup plus qui est libérée, en fait. L'expressionnisme, ça a scandalisé évidemment l'époque. Et ce serait l'équivalent d'un rendu non photoréaliste en 3D moderne. Et ça a été très important. Et puis, à partir de 1910, donc c'est un peu le cubisme qui amorce ça, mais on a le suprématisme, l'abstraction, en fait, qui deviennent des formes d'art en tant que telles. C'est-à-dire qu'on s'est débarrassé de Dieu, on s'est débarrassé de la manière canonique de faire de la peinture à l'huile, et maintenant on se débarrasse du sujet complètement. Donc on dit, vas-y, c'est des carrés, c'est cool. Lui, s'il y en avait qu'un, ce serait lui, c'est Malevich, et il a fait le fameux carré blanc sur fond blanc, qui existe, hein, c'est pas une blague des inconnus. Il a dit, écoute, moi je fais de la peinture,
pur, quoi. Enfin, un truc, c'est l'objet peinture. Donc ça change aussi le statut de la peinture, mais ça, on s'en fout un peu. Sonia Delaunay, elle faisait, c'est pareil, c'est très vieux, ça a plus de 100 ans, et c'est des compositions de couleurs. Des compositions de couleurs, ce qu'ils cherchent, c'est plutôt de la sensation. C'est-à-dire, ils vont vouloir faire un peu. Mais alors, les pires pour ça, ça a été. Donc, ça, c'est Vasarely, c'est Lopart, où eux, ils veulent intentionnellement faire mal aux yeux, en fait. C'est vraiment le programme, quoi. Ils disent on va travailler sur la faillibilité de l'œil. Eh bien, ils y arrivent. Alors évidemment, ni une ni deux, quand j'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, je vais leur faire un shader. Parce que c'est voilà, quoi, c'est des jeux d'optique, c'est des jeux qui trompent les sens. Après, il y a aussi des jeux sur la couleur, etc. Ce qui nous fait une bonne base, on va dire, pour approcher les années 70, où deux choses vont émerger, qui sont l'art vidéo et l'art algorithmique. Ce qui est intéressant à noter, c'est que l'art a tendance à s'emparer un peu de tous les médiums, et le numérique n'échappe pas à la règle. Et quand on était dans les années 70, il y a la vidéo qui se vulgarisait beaucoup. Donc les gens commençaient à avoir des télés, quoi, en gros. Et donc on a des gens comme ce brave homme, Nam June Paik, qui ont utilisé la vidéo, des téléviseurs comme médium. C'est-à-dire que c'était pas, ils n'ont pas peint une télé, ils ont utilisé la télé, ils l'ont amenée dans le musée et ils l'ont, en l'occurrence, Nam June Paik, ce qu'il faisait, c'est qu'il utilisait des aimants pour distordre le flux d'électrons, en fait, le faisceau, ce qui produit ce genre d'image. Et là aussi, je me dis, le mec, il aurait connu les shaders, il aurait peut-être fait quelque chose de sa vie, quoi. Mais bon, chacun son truc. Dans les années 70, il y a également l'art algorithmique. Donc ça, c'est plus confidentiel, parce qu'autant Nam June Paik, c'était vraiment une grosse resta de son vivant. Autant les quelques-uns qui suivent là sont peut-être plus confidentiels parce qu'ils étaient, on va dire, peut-être plus académiques ou plus du côté de la recherche formelle. Et ça, c'est Vera Molnar. Donc elle utilisait un ordinateur et un traceur. Quasiment exclusivement, son œuvre, c'est dessiné sur papier. Et elle dit un truc super intelligent que je cite après, donc de tête. Mais elle est parisienne, elle est encore vivante, elle a 96 ans. Bon pied, bon oeil, et elle dit encore des choses parmi les plus intelligentes qu'on puisse entendre sur ce sujet-là. Manfred Mohr, donc c'est pareil, il cherche à créer des accidents, de l'aléatoire, des structures, de faire émerger des choses comme ça. Donc c'est vraiment que l'algorithme, ce que permet l'ordinateur de le traduire en art ou quelque chose comme ça. Ça c'est Georges Ness. En fait, ceux-là, ils sont quasiment toujours cités ensemble avec un quatrième qui s'appelle Frieder Nacke, mais bon, ça, trois images de tracé, ça ira, quoi. Lui est aussi très intéressant. Alors, c'est un artiste minimaliste, il s'appelle François Morlet, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et ce merveilleux bruit pixelisé, en fait, c'est une toile qu'il a peinte petit carré par petit carré. Et en fait, la méthode, c'était de demander à sa fille de lui lire les numéros du bottin. Et s'il était pair, c'était bleu. Et s'il était impair, c'était rouge. Et donc, il a fait comme ça un premier canevas avec juste 40 000 petits carrés. Quand je disais le côté fastidieux, tout ça, on pourra le faire en shader tout à l'heure. Et puis surtout, après, il a fait des pièces entières sur le même principe. Et donc c'est une manière aussi d'aller chercher pas de la sérendipité, mais de l'aléatoire ou de créer des trucs comme ça. Donc dans sa démarche, c'était ça. Et Sol Lewitt, lui, alors son truc, c'était plutôt d'écrire des algos. En fait, ça fait partie de la même famille, on va dire, d'artistes, même s'ils ne se revendiquent pas nécessairement les uns des autres. Et dans la mesure où, alors je ne pense pas que ce soit cette pièce-là, mais
Sol Lewitt, il ne produit pas la pièce. C'est-à-dire il écrit un ensemble d'instructions, et c'est des gens, donc des stagiaires, qui vont devoir la réaliser sur le lieu où elle sera exposée. Donc c'est souvent des fresques, donc des choses qui sont dessinées à même le mur, donc on ne peut pas les transporter, ce pas des tableaux. Et il a fait comme ça énormément de choses, et je trouve ça, même encore aujourd'hui, hyper intéressant au niveau conceptuel, puisque on peut avoir comme ça des tas d'itérations. Chaque présentation de son œuvre dans un lieu différent sera finalement un peu différente de celle d'avant. D'autant que là, l'instruction, c'est tu distribues 50 points aléatoirement, à peu près équitablement, evenly, et puis tous les points doivent être connectés par des lignes droites. Voilà. Et ça, c'est une pièce. Voilà. Donc c'est pas celle qui est derrière, évidemment. Mais voilà. Arrivent les années 90. Ça, je suis pas, je le mets un peu plus comme une curiosité ou quoi, mais parce qu'en recherchant, je me suis dit, c'est étonnant qu'il n'y ait rien. Et en fait, il y avait déjà des choses. Et celle-ci, on va dire que ce serait presque pas des pionniers, mais un gros premier jalon, où c'est une installation où on touche les plantes, et ça crée une plante symétrique virtuelle. Donc quand on caresse la plante comme ça, eh bien ça dessine une plante virtuelle derrière. Et c'était en 93, donc c'est déjà finalement déjà très vieux, quoi, déjà de l'histoire. Maurice Benayoun, lui, il a travaillé énormément. C'était un des premiers quand j'étais étudiant, donc je ne comprenais pas trop ce qu'il faisait, mais ça me paraissait cool. Et par exemple, ça c'est une pièce qui est de 97, donc, dont on peut voir qu'elle est en VR. Donc quelqu'un a un casque comme ça, et il se balade dans une scène de guerre atroce, et en fait ils peuvent prendre des photos, mais la photo elle efface ce qu'il a pris en photo. Donc en fait il reste plus qu'une espèce de trace, de fantôme de ce qui s'est passé. Et puis après, je sais pas quoi, on pouvait se la faire envoyer, la photo, un truc comme ça. Mais je trouvais que c'est un setup qui est quand même assez complexe, et qu'on verrait, qui serait facile à faire maintenant, mais qui à l'époque était très, très délicat, j'imagine. Et il fallait une pièce complète juste pour faire ça. Pour dire que les artistes s'intéressent beaucoup à tout ce qui est technologique, et ça donne des belles choses. Pour finir, lui, j'ai pas mis la date, mais c'est en gros à partir de 2000 et quelques. C'est un peu mon chouchou. C'est un peu le mec qui fait que je suis venu à faire ce que je fais. J'ai fait un selfie, je te dis pas comme j'avais l'air coincé une fois. C'était en 2010, j'étais comme ça. C'est même lui qui a proposé en plus. Il est beaucoup trop adorable. C'est le mec qui a fait Etsy. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une boutique qui permet de créer, enfin c'est une plateforme qui permet de créer sa boutique quand on fait des colliers de nouilles ou des trucs importants comme ça. Et puis c'est surtout quelqu'un qui a un vrai œil, une vraie sensibilité. Souvent, les codeurs créatifs, on va pas se voiler la face, c'est quand même un peu des gros bourrins. Et ça faisait plaisir de trouver quelqu'un qui avait soigné ses palettes, qui avait vraiment... et puis en plus, hyper bon en maths, et très clair quand il explique ce qu'il fait et tout. C'est vraiment... S'il y a un mec à aller voir, ce serait peut-être lui. Tout ça pour dire que quand je disais que j'avais cité vaguement Vera Molnar, elle disait qu'un ordinateur, ça permet de layout, de disposer devant soi l'ensemble des possibilités d'un système. Et c'est, d'après elle, quelque chose qui met fin à un des derniers, avec Dieu, le sujet, la manière de représenter, l'intuition artistique. C'était un des derniers trucs qui faisait que l'artiste était un peu sur un piédestal. Et ça tue ce truc-là dans la mesure où ce qui était de l'intuition artistique jusque-là, c'était d'être, pour X raisons, capable de trouver la combinaison juste ou l'assemblage, et de dire c'est ça, c'est ça. Alors que là, en fait, ça annule tout, puisqu'on peut on peut distribuer toutes les
toutes les cartes devant soi et choisir la meilleure, en fait. Et donc, il y a un travail qui est l'artiste, il bascule de créateur absolu et intouchable à, si on veut, commissaire d'expo, puisque c'est la machine qui travaille pour lui, qui va lui présenter tout un tas de résultats, et lui, il devra, en revanche, choisir. C'est ce qu'on fait assez régulièrement à Google quand on a des collections. Un des premiers trucs qu'on fait, c'est on les tisnit, là, on leur fait un UMAP, c'est-à-dire qu'on... Ça vous parle un peu, non? UMAP, TSNI, qui? Levez les mains. TSNI, 2, 3. Bon. Alors, est-ce que... Si j'ai du temps, je vous expliquerai après. Le code créatif... Mais d'autant qu'il y en a un dans les... Si, il y en a un dans... Tiens, tu verras, dans les trucs, tu verras. Bon, c'était bien sympa, on s'est bien marré. Là, on s'endort un peu. J'ai essayé de faire une carto, une espèce de plan de qu'est-ce que c'est devenu le code créatif et comment je pourrais aborder le sujet de façon synthétique. Ça n'a absolument pas marché. Donc, il y a tous ces trucs qui se mélangent. On a du mapping, du machine learning, des PCG, donc Procedural Content Generation, qui sert énormément dans les jeux, mais pas que. Et puis après, on a toute la frange VFX, mais passons-les plutôt en revue, Nicolas. C'est le cluster des VJ Projection Mapping et compagnie. Donc ça, c'est Universal Everything. Ils font une vidéo qui dure peut-être une dizaine de minutes où ce truc-là n'arrête pas de changer imperceptiblement. Et c'est magnifique. Voilà. Ils font des installs, ils font beaucoup pour les institutions, les trucs comme ça. AMCB, c'est un couple qui sont... le mec était ingénieur à Grenoble et la nana était plutôt danseuse chorégraphe. Et ils se sont mis ensemble, et ben, ils ont eu raison parce qu'ils font pareil. Ils arrivent à habiter des espaces relativement plus ou moins grands. Généralement, c'est autour d'une chorégraphie. Et surtout, ils font du projection mapping interactif. Donc, quand un danseur s'approche d'un truc, quand il vient faire comme ça sur l'écran, parce que c'est un danseur, l'écran fait flobodop, parce qu'ils ont capté tout ça. Et donc, ils ont un travail qui est hyper fin là-dessus, et qui est vraiment très beau, et qui était, pas dire précurseur, mais qui était un des premiers à faire ça vraiment bien, quoi. D'autres, 1024 architecture, donc je crois qu'ils sont plus ou moins à Paris, je ne sais pas trop. Pareil, ils font des habillages, des visuels pour des concerts, des trucs comme ça. Mais ça peut être aussi, eux c'est des bons geeks, plutôt des ingénieurs et des architectes à la base. Et ils vont pouvoir utiliser aussi des structures physiques, donc des lasers ou des machins comme ça. Et je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a un coup, je crois que c'était Étienne de Crécy qui était dans un cube, comme ça, en échafaud BSTE. Voilà. Pour le mec du fond. Ceux-là aussi, ça c'était alors, un peu plus kiddie friendly, mais c'était très rigolo parce qu'en fait, donc tout était plus ou moins interactif, c'est à 360. Et ce qui était assez chouette, c'est tout simple. Hein. Si tu filmes l'image avec un lidar depuis le plafond, tu peux savoir où sont les boudins. Et en fait, en orientant les boudins, on changeait le cours du fleuve. Donc, faut voir, il y a des vidéos de gamins qui jouent avec ça, c'est juste magique. Et puis, Joanny Le Mercier, qui est un grand nom, là, lui, pareil, il vient du VJ un peu classique, il vient du Flash. Et puis maintenant, il fait plutôt des trucs en laser, très engagé dans l'écologie. Et donc, il amène son petit laser, il fait des petits photobombing sur les bâtiments avec son laser. Et donc ça, c'est dans de la vapeur d'eau. Il fait beaucoup de R&D aussi. Il avait fait une interface où tu as de la vapeur d'eau comme ça, puis, en fait, qui repère aussi où est le visage. Donc il peut réorienter la projection dans le nuage d'eau. Iron Man, le truc. On en trouve des creative codeurs dans le motion design et le VFX. Celui-là, c'est un de mes petits chouchous. Il était venu d'ailleurs à Gros l'année dernière. C'est des effets spéciaux, mais en temps réel. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que pour faire des effets spéciaux, bon, généralement, tu as des fermes de rendu, des machins comme ça, mais là, c'est du temps réel. C'est dans ton navigateur. Ça. Enfin, non, pas exactement, mais
c'est sur ton ordinateur, ça tourne à blinde, et voilà. Et ce mec, il est juste spécialisé là-dedans. Je trouve ça extraordinaire. Ça, c'est une nana qui n'a pas pu venir à Gros en 2018. Anastasia Opara, elle est procédurale artiste. Je ne savais même pas que ça existait. Et ça, c'est du Houdini. Donc, c'est un logiciel qui permet de faire de la vidéo et tout ça, et qui est très... putain, je ne vais jamais y arriver. Qui est très... faut que j'avance. Non, des shaders, donc ça c'est la démoscène, monstrueux. C'est une démo qui fait 64 kilos, et dedans ils mettent un court métrage de 4 minutes. Juste pour le nom, c'est leur repère, c'est Pouette, il s'appelle. Il y a plein de démos qu'on peut télécharger, etc. Pour les shaders, il y a lui, qui s'appelle Inigo Quiles. En fait, donc tout ça, c'est un fragment de shader. Il n'y a pas de géométrie, il n'y a rien. Donc c'est tout rendu en temps réel. Et ça tourne dans le navigateur. Donc il fabrique avec des primitives, il va fabriquer les objets, etc. C'est monstrueux. Le mec est monstrueux. Là, on est plus sur la PCG, donc Procedural Content Generation. Je ne savais pas trop comment. C'est un sujet qui est très large. Donc voilà, ça, c'est un mec qui s'appelle Ravenquok. Et qui fait ce genre de trucs. Donc c'est du code, c'est de l'art, c'est plus ou moins inutile, mais c'est super rigolo et c'est super techniquement, c'est monstrueux. Un gars qui s'appelle Inconvergent, donc lui il est très 2D tracé, même si les structures sont en 3D la plupart du temps. La sortie c'est souvent du papier. Là, c'est Vblut, c'est un copain. Ça, c'est un cyanotype. Donc, en fait, il a fait. C'est encore une autre variante. Il imprime sur du calque, il insole une solution. Et puis ensuite, comme la photo, en fait, comme la photo argentique. Un mec dont j'aime beaucoup le travail s'appelle Tyler Hobbs. Donc, tout ça, c'est généré. Hein, y a pas, la main de l'homme n'a pas mis le pied là-dedans. Et. Les jeux, s'il y a un domaine dans lequel le code créatif fait la loi, c'est les jeux. Et les jeux indés, notamment, des jeux qui ont des gameplays un peu débiles. Et celui-là, par exemple, c'est une sandbox où on construit une ville, et qui est donc complètement procédurale, où quand on enlève et qu'on ajoute des éléments, en fait, ils vont se relier entre eux, il y a des petits trucs qui pop de partout. Et ça n'a aucun but à part être beau, quoi, et un peu zen quand on s'en sert. Il y a des gens qui font des trucs comme ça c'est Yiwen. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est comme techno, c'est probablement du Unity, mais qui essaye d'exploiter la réalité augmentée, réalité mixte. Pareil, lui, il a fait une app qui est complètement folle où on peut. Il avait fait quoi au début? Il avait glitché les bagnoles, ou donc là, il glitch les gens, il glitch sa main, tout ça. C'est assez rigolo. Un champ vachement actif aussi, c'est la data vise. Où évidemment, là, art et code, on sait où ils sont, quoi. Eux, c'est variable, ils font des trucs magnifiques. Field aussi, ils font des trucs magnifiques. Ça, c'était une représentation de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai 2 mots à leur dire, mais déjà, il est où le Python? Et puis, ça, c'est Informative. Pareil, c'est un studio de berlinois. Ils sont assez vieux, et ils font des trucs très, très complexes et que je trouve très, très beaux. Enfin, c'est ce genre de visuel, en fait, qui m'a fait venir au code créatif. Après, il y a ce que j'ai appelé des loopers, parce que j'avais pas de mots pour dire ce que c'était. Et c'est juste des gens qui décident de te casser les yeux, un peu comme les mecs de l'Op-Art en leur temps. Donc voilà, il y a Étienne Jacob, lui, il était venu l'année dernière à Gros. Et voilà, et donc en fait, il expliquait comment ça fait 10 images. Il y a 10 images là, et ça loupe parfaitement, et il venait expliquer comment il faisait ça. Il y a ça, alors ça c'est un mec qui s'appelle Thomas Hopper qui était venu en spectateur à Gros 2018 et qui lui fait du shader. Donc ça c'est uniquement un fragment et une boucle parfaite. Et puis il y a notre ami l'IA.
Many cave when they observe the moon and stars collide. Ça, c'est Lulu. Je l'enlève parce que pas le temps. Et Lulu XXX, il fait principalement du style transfer, mais il a mis au point une technique qui est hyper compliquée avec des optical flows, etc. Donc c'était notable. Ça, c'est le modèle le plus rigolo de tous les temps. La seule raison pour laquelle le machine learning a autant progressé depuis ses origines, c'était pour générer ça, en fait. C'est un modèle qui te transforme en une version cartoon de toi-même. Et je crois qu'il n'y aura pas mieux, en fait. On peut pas faire mieux. Voilà. Ce mec-là aussi a un travail hyper intéressant qui s'appelle Scott Eaton. Lui, il est sculpteur, dessinateur, donc prof d'anatomie. Donc, il a un petit niveau en dessin et en sculpture. Et il s'est approprié le machine learning, il a fait son propre training set, donc il a fait ses propres images qu'il a entraînées, et donc maintenant il peint. En fait, l'image source, c'est du gris, du noir et blanc en tout cas, dessiné à la main, et le modèle vient compléter en créant tous les volumes et toutes les lumières. Un autre qui a un travail hyper intéressant, c'est Tom White, Dribnet, et lui, alors c'est plutôt un scientifique. Et son truc, ça a été de troller les algos de détection et de reconnaissance d'images. Et donc là, en l'occurrence, il fabrique l'image qu'on voit à l'écran, là, et ensuite il la soumet à un classifieur qui va dire c'est un chien, c'est une tarte. Et là, par exemple, donc, il essaye d'avoir le rendu le plus stylisé possible, qui déclenche malgré tout un score le plus haut possible dans une catégorie. Et donc, il a un modèle qui permet de redessiner et de soumettre, enfin, un GAN, quoi. Et c'est super rigolo. Et par exemple, ça je l'ai... Explicit Nudity, 92,4%. Voilà. Il travaille bien. Et donc ce truc-là, ça se fait bloquer partout. Tu ne peux pas la poster sur Tumblr, tu ne peux pas la poster sur Facebook. Et je trouve ça génial d'avoir... évidemment, Quasimodo, qui était un très grand monsieur du code créatif, qui a commencé en Flash et puis qui a maintenant fait du machine learning. Et donc ça, c'est une pièce où en fait les deux visages traversent un espace latent comme ça. Et ça n'arrête pas de changer. Sofia Crespo, donc elle a pareil, c'est même école, c'était pas lui rendre honneur. Elle travaille plutôt sur les thèmes de la biologie, donc elle va chercher des images qui ont... C'était beaucoup trop long. Tic, tac, touc, Luba Elliott, si vous voulez en savoir plus. Et là, on est à la moitié du talk. Déconne, je vais faire vite. Là, c'était pour dire qu'il y a aussi des gens qui font ça sur le web. Pour moi, mes trois prefs, c'est Active Theory, Make Me Pulse, et puis Lusion, et puis Reason, et puis aussi eux. Et puis voilà. Retour d'expérience. Ça, je vais passer hyper vite, mais au milieu, il y a un peu de... Ça, c'était Weird Data. C'était en 2013, c'était du flash. Ah bah vous voyez rien en fait, parce qu'il est chez moi. Ok, bon bah je vais peut-être juste... alors, je vais peut-être juste appuyer là. Hop, ça va être très, très rigolo. Allez, non, tu veux pas? Allez, voilà. Alors, Weird Data, non, ça marche pas. Ah, bah tu vois, Bonaldi. C'est con, il y avait tous mes travaux là-dedans. Je déconne. Ah non, si, ça marche. Merde. La tuile. Donc ça, c'était Weird Data en 2013, plein de data, parce que c'était le nom du truc. Mais on avait réussi à collecter plein de choses, et puis c'était du flash, accéléré matériellement. C'était les premiers temps où vous pouvez faire ça. C'était assez cool. C'était monstrueux à faire, et puis voilà, terminé. J'ai perdu 7 kilos. Bon, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas juste le Tisni? Ce serait juste pour vous montrer le Tisni. Ça, c'était un projet des Bilous. On va essayer par là. Hop, c'est bien comme ça, je n'aurais pas besoin de faire de live coding, j'avais très peur. Ça, c'était le grand orchestre des animaux, c'était beaucoup du son. Mais je ne peux pas trouver le truc, bon, c'est pas très grave.
Je crois que... Ah si, c'est ça. Oh putain. Ah merde, attends. Juste attends. Voilà, alors ça, c'est un Tisni. Bon, ça se voit pas forcément très bien. Le Tisni, c'est une grande carte où ce qu'on fait, la première étape, c'est de récupérer un feature vector putain. Voilà, bon. Un feature vector d'une image, donc c'est un peu son empreinte digitale, si on veut, sur... Bon, on s'en fout. Et puis ensuite, on peut les regrouper par similarité. Et donc là, on avait 200 000 images qui n'avaient à peu près rien à voir, dont les noms ne sont pas fiables, etc. Enfin, le bonheur de travailler avec des datas. Et là, en fait, en le passant ensuite dans un TSNI... Ouais, ah ben, j'avais 3 mois. Ah, dis donc, j'avais plein de temps. C'est cool. Et puis quand on les met en TSNI, il va les regrouper en fait, par similarité de feature vector. En fait, il va calculer une distance qu'on appelle la cosine distance. Mais c'est bien, je vais finir à l'heure, ça va être super. Et vous serez bientôt libre. Je voulais juste illustrer un peu la diversité qu'il peut y avoir à travailler dans les projets de DevCrea. Et notamment, ça a été 2018, c'était une installation en vrai. En vrai, je veux dire, il y avait vraiment un truc. C'était dans un studio et tout ça. Et donc, il s'agissait de faire une vidéo à 360 qui était une simulation de fluide qui était contrôlée par un Kinect qui se situerait ici. Voilà. Donc, c'est moi qui fais mes tests, tout ça. Là, on voit qu'ils alignent les mires et tout. Et c'était assez cool. Et donc, ça c'est voilà quoi, le miroir, il était sans teint, c'est pour ça qu'on avait besoin de pouvoir voir au travers. Donc il a fallu puncher, empêcher le truc de couler dessus et tout ça. Et puis ensuite, les flabadab, c'était contrôlé quand on faisait comme ça ou comme ça. C'était absolument débile. Et puis à un moment, je l'ai testé en noir et blanc et ça avait quand même vachement plus de gueule. Mais bon, ils n'ont pas voulu. Il fallait que ce soit girly et tout. Digipost, ça c'était pour ce que fut Digitas, c'est pour Publicis. 2018 aussi, et là c'était une app en AR. Donc on voit des petits personnages qui ne sont pas dans la maquette papier. Car en fait, par le truchement d'une application Unity, on les avait replaqués sur un modèle 3D qui faisait de l'occlusion. Et donc, du coup, on avait l'impression mais comme s'ils étaient devant nous, quoi. Voilà. C'était pour Vivatech. C'était super bien. J'ai beaucoup aimé. Et puis voilà. Puis les maquettes papier, en plus, c'était rigolo à faire. Parce que, enfin, c'était pas moi qui les ai faites. Mais de trouver des softs qui font ça, c'était cool. Ça, c'est un projet pour l'équipe. Donc ça, c'est plus récent. C'est en début d'année. Là, il s'agissait de leur filer un coup de main sur la 3D. Donc au début, je me suis dit chic, des montagnes, on va pouvoir. Il y avait plusieurs sites, donc je me suis dit on va utiliser une carte parce que comme ça, on pourra aller sur toutes les montagnes, on pourra même passer de l'une à l'autre sans interruption, ça va être magique. Et puis ça marchait pas trop mal. Donc ça, c'est des heightmaps, c'est le genre de truc qu'on peut récupérer sur différents services du même endroit. Et puis, ça marchait pas trop mal, c'était pas dégueu. Donc là, le seul truc, je crois que c'est que je fais de l'inférence de normal pour qu'il y ait un peu de la lumière dessus. Sauf qu'à un moment, c'est le trou du Cervin. Donc ça, c'est le Cervin. C'est genre le truc de Toblerone. C'est la montagne la plus connue du monde. Et tous les services de carto, ils nous renvoyaient une map qui était pétée. Les poules. Les gars qui avaient fait, pour qui on faisait le site, déjà, ouais, c'est de la roule. La dernière fois, il y avait 3 minutes. Ils avaient eux-mêmes fait des footage, donc ils avaient déjà eux-mêmes capturé des images avec des drones. Donc je me suis dit, c'est bon, on va pouvoir l'exploiter. Sauf que le problème, c'est que c'est partiel. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas fait tout le tour du Cervin. Donc on aurait pu utiliser ça comme maillage. Donc ça, c'est un truc de photogrammétrie. Tu prends plein de photos et puis ensuite, il reconstruit un mesh en 3D. Voilà. Et puis après, j'ai lu sur Internet, mais comment faire, tu vois, mais comment faire pour récupérer des modèles de Google Earth, au moins pour pouvoir bosser, parce qu'après, il y a un service en Suisse qui permet d'acheter des cartes qui sont très précises
qu'ils ont fini par faire à la fin, mais au moins pour développer le truc, comment on peut faire. Et je suis tombé sur un hacker russe, donc j'ai dit non merci, et puis un mec qui avait une idée absolument grotesque de dire, mais tu vas sur Google Earth, tu fais un petit film de ton truc, et puis ensuite c'est ça que tu injectes pour faire ta photogrammétrie. Et ben ça marche super bien. C'est génial. Et donc ça, voilà, ça c'est mon mesh. Donc c'est le nuage de points. Au début, ça constitue un nuage de points. Ça, c'est un truc qui s'appelle Metashape, qui sert à faire ça. Là, c'est le maillage. Et puis, là, confiance du truc. Et puis voilà, ça c'est le maillage qui a été extrait depuis la petite vidéo qu'on a fait dans Google Earth. Et c'est très bon, on peut tourner autour, etc. Donc ensuite, on a fait une passe de rendu graphique. Donc je leur ai proposé des trucs, ils m'ont dit non, c'est moche et tout. Ça, c'est simplement, il y a un environnement qui est dynamique. Donc en fait, ils avaient un code, une charte. Oui, on ne dit pas design guide ou style guide ou je ne sais pas quoi, on dit une charte graphique. Là, ils avaient 4 couleurs. Et donc, dans mon outil, en fait, j'ai fait juste un petit environnement qui est une pyramide, qui est au-dessus du truc, et ce qui fait qu'elle va projeter 4 couleurs. Et donc, ça permet, quand on fait tourner la pyramide, ça recalcule la map d'environnement, et donc ça donne les couleurs sur les 4 côtés. J'avais fait aussi des transitions, et ils ont pris ni l'une ni l'autre. J'aimais beaucoup celle avec Chambourcy, là-bas, où tu as un espèce de nuage comme ça, qui fait une tornade de crème autour du truc. Mais bon, ils n'en ont pas voulu. Je vais terminer là-dessus, je pense, parce que... Non, je vais pas... Si, merde, putain, je suis vraiment à la bourre. Non, je vais le skipper, c'est pas très intéressant. Encore 2-3 minutes. Ça, c'était simplement pour dire qu'il faut juicer au maximum vos applications dès que vous en avez l'occasion. J'entends par là que tu pars d'un principe. Ça, c'est un taf que j'ai fait pour Merci Michel. Je leur ai fait le moteur physique, donc à la fin, ça marchait. C'était un peu relou, il y avait plein de trucs de edge case et tout. Et ça, c'est le produit fini. Et donc, entre ça, qui est fonctionnel et sympa, et ça, eh ben, il y a le juice. Voilà, c'est ça, le juice. En général, ça se résume à ça. Le damping, c'est l'amortir. Donc, c'est pour qu'un objet arrive comme ça et qu'il ralentisse avant d'arriver. Le easing, c'est un poil plus... C'est pour faire passer une valeur de 0 à 1 de façon pas linéaire, mais vous savez ce que c'est. Là, en l'occurrence, c'est 4 mules. Très pratique. Ça, c'est bon, un exemple, mais on s'en fout. Les 12 principes d'animation, les histoires de hiérarchie de séquences, c'est-à-dire pas tout faire apparaître, mais essayer de délayer un petit peu. Essayer de donner, ça c'est magnifique, un feedback un peu haptique, simili-haptique. C'est toujours bienvenu d'avoir des trucs qui réagissent aux interactions, c'est toujours bien. Pour les outils, bah, voilà, une petite liste de... Mais qu'est-ce qu'on vient de dire, bon sang? On le juice, l'outil! On le juice. Tout ça pour dire que vaut mieux utiliser un outil pour chaque utilisation, qu'une cuillère n'est pas un marteau, et qu'on a besoin justement de connaître un écosystème. C'est pour ça qu'au début je disais, sur mon temps libre, j'essaye d'explorer les outils parce que c'est hyper important pour rester à flot. Ça c'est important aussi, mais on s'en fout. Le JavaScript, c'est du scotch marron, hein, on est d'accord. Donc ça c'est nul en sécurité, je pense que vous en êtes convaincus maintenant. Mais c'est vraiment très flexible. Par contre, on peut en injecter où on veut, tout le DevTools et machin. Et puis voilà, je pensais vous dire que c'est bien de faire ses propres outils. Je comptais vous parler d'accélération matérielle et vous faire même limite une petite démo, mais c'est très bien que ça ne se fasse pas. Ça, c'était pour expliquer ce que c'est un shader. Donc d'un côté, il y a un gentleman qui dit dessine ça, et puis de l'autre côté, tout au bout du fil, il y a le shader qui dit OK. Ça, c'était ma démo. Et puis donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Le code créatif, c'est super. Et voilà.